Ouais, on t'a invité, moi, on t'a présenté. Oui, vous t'avez invité comme témoin. Bien sûr. Donc, vous sentez satisfait après l'audition ça? Bon, tout satisfait, instruction à secrète. Mais qu'en est-il de l'argent, passeport, ça yo, que vous avez dit qu'il était dépensé? Est-ce que nouveau DG, immigration, ils ont feedback sur ça? Comment c'est passé l'administration par nous? Parce que l'instruction a fait et puis après, on est sur ça. Merci. Merci, Marc. Les distingués représentants du CAR, de la police nationale d'Haïti qui sont présents aujourd'hui parmi nous, des forces armées d'Haïti que je tiens à saluer chaleureusement, de la force de suppression des gangs, le colonel Morgan, ça fait toujours un plaisir de vous voir, du gouvernement, de la BINOU, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et généralement tout le système des Nations Unies présente en Haïti. Alors je souhaite exprimer mes remerciements au Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD pour l'organisation de cette session de table sectorielle sur la sécurité et pour son engagement constant à favoriser le dialogue inclusif sur les enjeux et défis sécuritaires qui font face au pays. Je salue également les efforts de l'ensemble des acteurs impliqués dans la table sectorielle sur la sécurité, qu'ils soient gouvernementaux, issus de la société civile ou d'organismes de défense des droits humains. Permettez, mesdames et messieurs, que je félicite avant tout le directeur exécutif du CAR, Maître Gédéon Jean, pour son rôle déterminant dans la mise en place de cette table sectorielle. La résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant la transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité vers une force de suppression des gangs, représente un tournant majeur pour la stabilisation d'Haïti. Elle définit un cadre opérationnel renforcé et reconnaît le rôle central des institutions haïtiennes, en particulier de la PNH, dans la conduite des opérations conjointes. Cette résolution confère également à l'Organisation des États américains le mandat de fournir un ensemble d'appuis techniques et logistiques afin de faciliter une meilleure interopérabilité entre la force de suppression des gangs et la police nationale d'Haïti. De son contexte, l'OEA réaffirme son engagement indéfectible à accompagner les autorités haïtiennes dans le cadre de son mandat, notamment par l'intermédiaire du Secure Haïti. Ce programme soutient les efforts nationaux visant à renforcer les capacités humaines, institutionnelles et opérationnelles de la PNH. Elle vise également à appuyer les réformes du secteur de la justice, à combattre efficacement le trafic d'armes et les menaces transnationales, et à promouvoir une approche de sécurité fondée sur une relation de confiance et de proximité avec la population. Au regard des priorités nationales et de l'esprit de coordination qui guide cette table sectorielle, l'OEA souhaite mettre en avant 3 orientations essentielles. Première, renforcer la coordination interinstitutionnelle entre la force de suppression des gangs, de la PNH, de l'armée, des partenaires nationaux et internationaux, afin d'assurer une planification cohérente et d'accroître l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité. Dans un deuxième temps, accélérer la mise en place des infrastructures opérationnelles nécessaires au déploiement efficace de la GSF et de la PNH, notamment les bases de sécurité avancées, les centres de planification, les installations de soutien prévues par la résolution 2793. Finalement, consolider les capacités nationales, en particulier celles de la PNH, à travers des formations spécialisées, la modernisation technologique, la gestion des données opérationnelles sensibles et la promotion du lien entre sécurité, état de droit et confiance communautaire. L'Organisation des États américains demeure pleinement engagée à agir en synergie
et en complémentarité avec les institutions haïtiennes, le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance sécuritaire. Notre action s'inscrit dans un esprit de responsabilité partagée, de respect mutuel et de soutien durable aux priorités d'Haïti. Je souhaite réaffirmer que la résolution 2793 constitue une opportunité déterminante pour renforcer la sécurité collective et créer les conditions d'un retour progressif, nous le souhaitons tous, vers la stabilité. L'OEA continuera d'appuyer les efforts nationaux et internationaux avec professionnalisme, transparence et engagement. Je vous remercie de votre attention. Et Monsieur le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche et droits de l'homme, CRDH, et Monsieur le représentant du secrétaire général de la OEA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, et Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la table sectorielle, et Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et chers invités. C'est vraiment un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 12e édition de la conférence de la table sectorielle sur la sécurité. Je tiens avant tout à saluer les porteurs de cette initiative, combien nécessaire, qui témoigne de la volonté réelle des acteurs haïtiens, en particulier de la société civile à travers les CRDH, de réfléchir collectivement aux mesures indispensables et aux perspectives envisageables pour le rétablissement de la sécurité en Haïti. Je souhaite également saluer les fondateurs de CRDH ainsi que l'ensemble des institutions présentes ici aujourd'hui qui contribuent à faire de cette initiative que la table sectorielle une réalité. Cette rencontre place la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur des échanges. Je voudrais souligner son paragraphe 24 qui prévoit l'élaboration de concert avec les autorités haïtiennes des critères, d'indicateurs et d'échéances destinés à accroître les capacités des forces de sécurité en Haïti. Ce dispositif visera également à renforcer le contrôle des frontières et des ports en vue de préparer le transfert des tâches et responsabilités au gouvernement haïtien après le départ de la force de répression des gangs. Le BINU se félicite d'annoncer que ces démarches sont déjà en cours avec le gouvernement, dans la perspective d'élaborer ces documents essentiels pour accompagner Haïti vers la reprise pleine et entière de ses prérogatives souveraines en matière de sécurité. Il est évident que les défis sont immenses et que les obstacles en vue du renforcement de la sécurité sont nombreux. Toutefois, la transformation de l'MSS constitue un pas important dans la bonne direction et traduit la volonté réelle de la communauté internationale de soutenir Haïti. Elle est le fruit d'efforts inlassables, de longs débats et l'expression authentique d'une solidarité internationale active. À cet égard, je tiens à le réaffirmer, les BINU et moi-même, à titre personnel, poursuivrons inlassablement notre plaidoyer et ne cesseront jamais de solliciter la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à déploiement rapide de cette force, crucial pour répondre à l'urgence sécuritaire en Haïti et offrir aux nombreuses victimes de cette violence implacable l'espoir d'un mieux être. Si la transformation de la force de répression des gangs représente une avancée indéniable,
Il est tout aussi essentiel de rappeler que la sécurité est avant tout une responsabilité personnelle, mais aussi et surtout collective. Elle ne sera aboutir sans l'effort concerté de chacune et de chacun d'entre vous ici présents. C'est précisément pour cette raison que les BINU mène un plaidoyer constant afin d'encourager l'ensemble des parties prenantes ainsi que les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble et à définir conjointement l'approche la plus adaptée pour résoudre la crise à laquelle vous êtes confrontés et prendre en main l'avenir de votre pays. Cette journée s'inscrit donc pleinement dans l'esprit de nos démarches. Seuls les Haïtiennes et les Haïtiens, dans une démarche conjointe, sont véritablement en mesure de mesurer l'impact de ces fléaux, car vous vivez au quotidien les horreurs de cette cruauté implacable. Vous êtes également les seuls à même d'en comprendre les sources et surtout de définir ensemble les meilleures voies pour créer un climat politique stable, permettant de répondre durablement à cette crise et de contrer tous les formes de violence et d'oppression qui mènent Haïti. Au nom du secrétaire général et de BINU, je vous remercie chaleureusement de nous avoir conviés à cette rencontre. Nous sommes fiers d'appuyer cette initiative qui constitue une occasion essentielle de réunir les acteurs autour au membre de table et de nous tenir à vos côtés. C'est bon. Mais tout est pour le final. Hein. J'ai conclu. Nous croyons fermement en un Haïti meilleur, stable et prospère. Et nous sommes convaincus que vos voix, tout comme les conclusions des débats de ces jours, résonneront hautes et fortes au cœur de la vie politique du pays, non seulement pour identifier les obstacles, mais aussi pour prospérer des solutions durables. Merci et merci, Premier ministre. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'OEA, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant de la PNH, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, honorables magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le directeur exécutif du CARD, Mesdames, Messieurs. À l'occasion de cette nouvelle édition de la conférence de la table sectorielle mise sur pied et organisée par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, j'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous. Pour vous porter une parole liée tant par la problématique de la sécurité qu'à l'engagement et aux efforts de mon gouvernement afin d'endiguer définitivement ce fléau qui ronge et gangrène la population haïtienne. Cette initiative du CARD est cotée comme sa participation active dans l'immense chantier de responsabilité collective visant à colmater les brèches de l'insécurité pour procurer au peuple haïtien la paix et la stabilité. Le 30 septembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2793, décidant ainsi de changer la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, en force de répression de gangs, FRG. C'est un tournant décisif dans la lutte pour rétablir la sécurité sur le territoire national. Par cette résolution,
la communauté internationale a manifestement signalé sa détermination à accompagner le gouvernement haïtien dans le combat inlassable pour contenir l'insécurité et combattre la criminalité. Cette résolution est un gage de la volonté de la communauté internationale de fournir l'assistance nécessaire à l'État haïtien pour créer des conditions propices à l'organisation d'élections crédibles qui permettront de doter le pays de dirigeants constitutionnels jouissant de la légitimité populaire. La résolution 2793 du Conseil de sécurité opère un virage extraordinaire dans la situation du pays. Elle confirme la nécessité et l'urgence de restaurer un climat sécuritaire sur toute l'étendue du territoire, dans le respect des principes et règles relatifs aux droits humains, ainsi que ceux qui sous-entendent la démocratie. À travers cette résolution, la communauté internationale nous encourage, certes, mais il nous appartient d'en faire un levier réel de transformation sociale, politique et même économique. Malgré le soutien de la communauté internationale, sans l'unité et la cohésion nationale, sans une volonté politique réelle de tous les secteurs et de tous les acteurs, nous ne pourrons pas sortir de cette crise qui a trop duré. Nous devons privilégier les intérêts de la nation, au-delà des clivages et des divergences particulières. Pour ce, j'en appelle à notre sens du devoir, à notre sens de responsabilité, à notre patriotisme. Dans cette perspective, mon gouvernement s'engage à 1. Réorganiser, moderniser et professionnaliser les forces de sécurité dans le respect des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2. Renforcer la coordination et la coopération triangulaire entre la police, l'armée et la justice. 3. Lutter contre la corruption, l'impunité et des pratiques qui affaiblissent la confiance de la population. 4. Redonner à l'État son autorité légitime sur l'ensemble du territoire à travers une présence institutionnelle renforcée et crédible, en particulier les instances de sécurité. 5. Investir dans la jeunesse, dans l'éducation civique et dans la prévention, tout en s'attaquant aux causes profondes des divers maux dont souffre la société haïtienne. En adoptant ces mesures, mon gouvernement vise à assurer la liberté de circuler à tous les citoyens, créer des emplois en vue de la paix et de la prospérité, renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, donner à tous l'accès à la justice, établir la confiance dans les institutions, appliquer le principe du droit fondamental de vivre sans peur et dans la dignité. J'en profite pour adresser au nom du CPT et du gouvernement et celui du peuple haïtien mes remerciements aux Nations Unies, à nos partenaires régionaux, aux organisations internationales ainsi qu'aux pays amis qui continuent de nous soutenir. Le peuple haïtien retiendra que dans des moments de grande tribulation, vous avez choisi de vous tenir à ses côtés. Aussi, je souligne à votre attention que je travaille d'ores et déjà à la mise sur pied d'une commission chargée d'assurer le suivi et de coordonner le processus d'arrivée de la force de répression des gangs. Mesdames et messieurs, je réaffirme ma détermination à travailler sans relâche
avec patriotisme pour qu'Haïti puisse retrouver la paix et la dignité. Je vous remercie. Vive la sécurité, vive la paix. Merci. De l'insécurité est notre problème comme Haïtiens. Les gouvernements passés et même aujourd'hui n'ont pas fait assez pour la jeunesse. Pour résoudre le problème, il faut définir le problème. Toute la crise est une crise sociale. L'État n'a pas donné assez de services à la population. Les jeunes sont restés oisifs. Or, l'oisiveté et la pauvreté sont les mères de tous les vices. On n'a pas fait assez au niveau de l'éducation. Je l'ai toujours dit que l'État ne fait que plomber nos enfants dans l'animalité. Il n'y a pas un plan de scolarisation universelle pour tous les enfants du pays. Quand les enfants ne sont pas éduqués, ils deviendront bêtes. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est bien. Mais si en même temps, parallèlement, nous ne voyons pas la justice sociale, on n'aura pas de résultat. Aucun gouvernement, et jusqu'à présent, ne se penche pas sur l'accès gratuit à l'éducation. On peut dire qu'on n'a pas assez d'argent, mais nous avons de l'argent pour mettre tous les enfants à l'école. Et ce cadre qui vient de nous l'apprendre quelques mois de cela, il y a près de 102 institutions de l'État en déplacement. Et ces deux institutions de l'État sont en location. Parce qu'on a de toute façon relocalisé ces institutions-là. Ce n'est pas gratuitement qu'on a relocalisé ces institutions. C'est de l'argent en US. Alors la loi de Lavoisier dit, rien ne se perd, rien ne se crée. L'argent que vous n'avez pas voulu dépenser pour ces enfants-là, vous êtes en train de les dépenser maintenant dans des locations pour relocaliser les institutions. Alors, il est temps de penser à l'éducation des enfants pour que chaque enfant puisse être utile à lui-même, à sa famille, à sa communauté, au pays et au monde entier. Il n'y a aucun pays qui puisse prétendre être développé sans investir dans l'humain, dans l'éducation. L'éducation est trop négligée et surtout l'éducation professionnelle. Premier ministre, je vous donne un souci. Je vous donne un souci. Merci. 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 Bien. Et merci, pasteur Xantus. J'aimerais ajouter, vous avez dit que c'était un problème social. Moi, j'aurais ajouté que c'est un problème socio-économique. Non seulement l'État n'accompagne pas les jeunes, mais il ne donne pas aussi des opportunités. Et c'est à travers ce que nous allons faire dans les mois à venir. Rétablir la sécurité, c'est la première des démarches. Sans sécurité, nous ne pouvons pas avoir de scolarité, nous ne pouvons pas avoir des enfants en classe qui sont en paix. Et vous avez parlé d'écoles déplacées, et avec les efforts de l'armée d'Haïti, la PNH et la GSF maintenant, nous avons pu récupérer certaines écoles dans le centre-ville qui ont été réaménagées. Les enfants sont retournés en classe dans les locaux de ces écoles. Sécurité d'abord, et je suis d'accord.
il faut aussi un plan de réinsertion. Puisque nous savons tous ces jeunes, qu'est-ce que nous allons faire? Pas comme gouvernement, non, comme société, avec ces jeunes que collectivement, et je répète, oui, collectivement, nous avions abandonné. Il faut que nous acceptons que le problème est un problème collectif qui ne peut être résolu que par mais en pile chat et par l'eau. Merci. Merci. Joël. Bonjour tout le monde. Je suis Maximo Saint-Ima, membre de la coordination de l'ISC. Alors ma question s'adresse au représentant de Bini, ou bien le représentant du secrétaire général. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec le processus de mise en œuvre de l'effectivité de la force FRG. Donc est-ce que l'accord de siège est déjà signé? Est-ce que les bureaux d'appui est déjà mis en place? Et est-ce qu'il y a des promesses et des pays volontaires et en ce qui a trait à des forces militaires et des polices? Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec les processus. Merci. Merci pour votre question. Il y a une feuille de route précisément pour le déploiement de la mission d'appui des Nations Unies qui va finir ou qui va se compléter vers avril. La force, la GSF, la force de suppression des gangs, et on peut dire légalement, est ici parce que la transformation de l'MSS à la GSF, ça fait après de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il va faire une feuille de route, comme c'est dit, et les forces vont arriver graduellement. Et d'aujourd'hui jusqu'à, on peut dire, l'été. Les pays qui sont en charge de la génération de force, c'est un groupe de pays qui sont les pays qui maintenant participent dans la MSS et dans la GSF. Les États-Unis, le Canada, je pense que Jamaïque, Bahamas et d'autres pays. Et ils sont, les pays sont en train de parler avec des pays qui peuvent contribuer avec les forces. Il y a beaucoup de pays qui ont manifesté leur volonté de participer dans la force. On peut dire qu'on espère que les forces graduellement vont venir, mais les forces complètes vont être, on peut calculer dans l'été 2026. Mais c'est graduellement. On espère vers 1500 éléments dans avril, plus ou moins. Merci. J'aimerais ajouter quelques mots. Par exemple, d'ici le 1er avril, la première composante de la force devrait être sur le terrain, la composante additionnelle, puisque nous avons déjà la GSF qui est ici sur le terrain. À la mi du mois de décembre, il y a une rencontre des pays qui vont contribuer
des pays qui se proposent pour contribuer à la force. Et cette rencontre va se faire aux Nations Unies à New York avant le 10 du mois de décembre. Et le bureau, pour le bureau et de la force et d'appui, il y a eu 2 rencontres déjà et les représentants sont ici et on est en train d'avancer et on avance à grands pas. À ce qui a trait à des forces additionnelles, on attend on espère que le 1er avril, on aura des forces, et non seulement des forces sur le terrain, mais avec tous les équipements, avec toutes leurs capacités d'action. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Qui est-ce qui est enrôlé autour de ACOSA? Maintenant, nous dit c'est la table alternative. Qui est la table alternative là? La table alternative là, c'est un ensemble de citoyens conséquents, un ensemble d'organisations politiques, sociales, dans toute tendance dans la société. Nous estimons qu'il y a un problème. Le problème est d'ordre majeur. Qui est le problème là? Le 3 avril 2024, nous sommes tombés d'accord autour d'un accord. Accord ça, c'était qui t'a mettre sous pied le CPT, Conseil de transition. Et bien, CPT a été pour mission pour être capable de rétablir d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Il était là pour mener nous vers un dialogue national. Il était là pour être capable de mener nous vers la stabilité, vers les élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Nous regardons de date à quoi ça, à aujourd'hui. Maintenant, nous voyons que CPT a lui-même failli à mission. Puisque nous approchons vers le 7 février 2026, qui a marqué vraiment et véritablement la fin de l'accord du 3 avril 2024. Maintenant, nous-mêmes, acteurs SAYO, nous disons qu'il serait du bon ton de proposer un accord pour la société. Et comme de fait, nous proposons un accord, nous dit accord à baptisé accord de la refondation de l'État et de la stabilité politique. Table alternative là, il y a une mission, c'était consulter ensemble tout acteur de la société, parallèlement ensemble des syndicalistes, organisations de base des partis politiques, qui viennent accoucher table alternative de aujourd'hui. Effectivement, par rapport à la préparation, sa société ensemble de revendications que le banon, nous, ouais, il est clair et net que 3 avril là, après 3 avril là, il est désuet. Et au-delà de 7 février 2026, nous ne pouvons pas tomber dans une vie institutionnelle. Nous ne pouvons pas tomber dans le chaos, côté chaos est déjà chaotique pour la société. C'est la raison pour laquelle nous chitons ensemble avec la société, nous préparons le préambule, ça, excusez-moi, préambule ça, lui refléter toute sa société a besoin. Parallèlement, sécurité, stabilité, la paix sociale, refondation nationale. Là, nous considérons journée jeudi, question élection sont priorité, mais question sécurité, c'est la priorité pour la société. Parce que journée jeudi, surtout dans le département de l'Ouest, c'est environ 2 communes que nous avons dit, population qui a marché là-dedans. Et la paix sociale, la plus sécurité, pour nous combattre la sécurité, c'est priorité, ça, nous gagnons dans le document. Et nous, pour la société, au-delà de 7 février 2026, les papes, l'autre, ils sont impératifs que tout acteur vienne chita ensemble. J'en ai fait là afin que pour nous sauver le pays. Nous, quand attendons ça qu'a parlé dans la radio, même sur les réseaux sociaux, nous avons au niveau diplomatique. Mais je ne dis si nous voulons parler de souveraineté, si nous voulons parler de tout ça, nous avons parlé de la préparation électorale, il faut nous rapatrier ça nous préparer là, qui c'est une fondation nationale. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, dans la table alternative là, nous faisons concerter toute la société, mais nous, là, tout, pour nous continuer par la monde, pour nous jouer le résultat qu'il faut au-delà du 7 février. Lundi, nous proposons à la nation, à tout secteur que nous rencontrons, nous besoin d'un exécutif bicéphale. Nous proposons dans la table alternative là, un exécutif bicéphale, un président et un premier ministre. Et nous avons 3 secteurs côté que pour le président sans sortir. Soit à la Cour de cassation,
soit à la Cour supérieure des comptes, ou du moins dans la société civile. Là. Nous disons Cour de cassation, nous connaissons Cour de cassation, c'est une institution constitutionnelle qui est là justement pour mettre de l'ordre. Nous dit que la Cour des comptes, nous connaissons la Cour des comptes, les juges de la Cour des comptes, c'est les juges qui œuvrent contre la corruption. De plus que, il a parlé contre la corruption, nous estimons prendre un juge dans la Cour des comptes, l'a fait affaire. Ou du moins soutien au monde dans la société civile là. Maintenant, lorsque le gouvernement s'est fait installer, bien entendu, nous avons gagné un Premier ministre. Un Premier ministre même qui est issu parmi les signataires de cet accord, mais qui pas fait, qui gagne un comportement que la société a pas reproché. Et ensuite, nous avons gagné une instance que nous appelons CVS. CVS lui-même, c'est lui qui va contrôler l'action gouvernementale là. Donc CVS il a composé de 9 personnalités importantes des institutions, des secteurs qui ont rejeté dans la société, qui n'ont pas fait cadeau, c'est eux qui vont constituer CVS. D'abord, nous proposons à ce que nous prenions 3 personnes dans la structure politique. Nous prenons dans le secteur Madame Sarah, son secteur nous connaissons, nous mettons de côté, secteur femmes, jeunesse, syndical, secteur religieux. Donc, c'est nous qui va proposer CVS. Donc, voilà pourquoi nous-mêmes nous proposons à la nation un outil qui parle pour ne pas quitter un vide institutionnel le 7 février 2026. Merci. Donc, le sport pour la paix, la compétition interuniversitaire pour la paix, c'est surtout à l'occasion de la journée internationale de la paix, où le lancement a été fait jusqu'à présent par le 21 septembre avec des All-Stars. Mais le début de la compétition, le 27 septembre, avec UEH, qui bien sûr jouait face à l'université Quisqueya, où Quisqueya a bel et bien remporté une très belle victoire. Donc, 10 centres universitaires au niveau du département de l'Ouest, dont 8 en football et 6 en basketball. D'abord, dans le groupe A, UNASMO, Université américaine des sciences modernes d'Haïti, GOC, université, là nous sommes en football, IHECE, Institut des hautes études commerciales et économiques, et puis InfoWorld University, IWU. Et puis l'autre groupe, groupe B, UEH, Université d'État d'Haïti, USFA, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, UAEL, Université André E. Laroche, et puis UNIC, Université Quisqueya. En ouverture de la compétition, compétition interuniversitaire pour la paix, donc UNIC s'était imposé de 1 contre UEH. Et puis, Université André E. Laroche et USFA avaient fait nul, un but partout, et dans l'autre groupe. Et puis, il faut dire que UNASMO GOC, c'était 1-0. InfoWorld University, IHECE, Institut des hautes études commerciales et économiques, 2-0. Donc, il faut dire, après la phase de poule, InfoWorld termine premier avec 7 points, UNASMO deuxième et 5 points, IHECE troisième 2 points, et puis il faut dire que GOC, bon dernier, 4e avec 1 point. Et puis en demi-finale, justement, André Laroche, il faut dire que André Laroche de notre groupe
termine première avec 7 points. USFA, deuxième, Université François d'Assise d'Haïti, 5 points. Unique, Université Quisqueya, 4 points. Et puis, bon dernier, dans ce groupe, c'est bien sûr UEH, Université d'État d'Haïti, avec 0 points et 3 matchs joués. Les qualifiés pour les demi-finales, c'était InfoWorld University, UNASMO, Université André E. Laroche, et puis USFA, Université Saint-François d'Assise d'Haïti. En demi-finale, André Laroche, UNASMO, c'était 2-0 pour profit de la formation de l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. Et puis, l'autre demi-finale, donc ce sera pour plus tard à compter de 5 heures au Parc Saint-Thérèse de Pétionville, où InfoWorld University et jouera contre la formation ou encore l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Donc, le vainqueur affrontera bien sûr l'UNASMO en finale le samedi 29 novembre à 3 heures au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Merci. Merci, M. Seali, pour nous avoir rapidement apporté des précisions essentielles. Et puis, c'était le football, bien entendu. Maintenant, le basketball, c'était 6 centres universitaires. 6 centres universitaires, c'était UPLE, Université La Pléiade d'Haïti, Institut des hautes études commerciales et économiques, HECE, Unitec, et puis il y a d'autres universités, par exemple UNASMO, Université américaine des sciences modernes d'Haïti, Université Quisqueya, Université André Laroche, IHEC. Et puis, c'était un seul tour, 6 équipes, donc 5 matchs. Et puis, 4 qualifiés pour les demi-finales. Au classement, après cette phase, IHECE, premier avec 9 points, 4 victoires et 1 défaite. Unitec, deuxième, 9 points, 4 victoires également, 1 défaite. Troisième, Université La Pléiade d'Haïti, UPLE, 8 points, 3 victoires, 2 défaites. UNASMO, quatrième, 7 points, 2 victoires, 3 défaites. UAEL, Université André E. Laroche, 5e, 6 points, 2 victoires, éliminées. Université Quisqueya, et 6 points, et 6e, mon dernier, 5 points, 0 victoire pour 5 défaites. Donc, en demi-finale, il faut dire que IHECE a battu le 4e, c'est UNASMO. Unitec, UPLE, résultat, IHECE, UNASMO, 59 à 54, soit 5 points de différence au profit de l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Unitec, UPLE, 49-61. Donc, Unitec s'est fait battre bien sûr par UPLE 49 et 60-61. Et puis la grande finale, justement, est prévue pour le dimanche 30 novembre à la place Boyer à compter de 3h PM. C'était ça pour le football et le basketball concernant le département de l'Ouest. Merci, M. Seali, qui vient justement de nous rappeler que la grande finale se tiendra le samedi 29 au Parc Sainte-Thérèse pour le football et le dimanche 30 à la place Boyer pour le match de basketball. Nous poursuivons justement avec la représentante du représentant de l'UNESCO en Haïti, Mme Violine Telusma, dans ses propos de circonstance. Merci infiniment. Monsieur le directeur départemental du MJSAC, Monsieur le coordonnateur de l'unité de communication du MJSAC, Madame, Messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique,
Monsieur le secrétaire général de la Fédération haïtienne du sport universitaire, Madame, Messieurs les représentants de la Fédération haïtienne de basketball, Madame, Messieurs les journalistes, chers partenaires, distingués invités, tout protocole observé. Je vous remercie infiniment d'être présent à cette conférence de presse consacrée au final de la compétition sportive interuniversitaire, officiellement lancée le 21 septembre 2025 au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville, sous le thème « Le sport au service du développement et de la paix ». Alors, cette compétition est une initiative du gouvernement de la République d'Haïti, portée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec le Comité olympique haïtien, la Fédération haïtienne du sport universitaire et la Fédération haïtienne de basketball avec l'appui technique et financier du bureau de l'UNESCO en Haïti. Le projet bénéficie aussi du soutien de plusieurs institutions et partenaires comme UNICEF, OIM, UNOPS, BINU, UNAS, La Couronne, le Fonds national de l'éducation, la Police nationale d'Haïti, la police communautaire et du pôle, le regroupement national des étudiants haïtiens, la RTNH, la RTVC, le programme national de cantine scolaire et le centre ambulancier national. Alors je rappelle que le 15 novembre dernier, le parc Saint-Victor a accueilli dans la ville du Cap-Haïtien la grande finale du Nord. Ce fut un moment marquant qui a rassemblé des jeunes d'horizons divers autour des valeurs du sport, de la cohésion sociale et de la paix. Alors, l'Institut de diplomatie, comme vous le savez, et des relations internationales a remporté cette finale. Nous leur adressons nos félicitations ainsi qu'à toutes les équipes engagées dans la compétition. Alors, nous avons, pour le moment, nous nous préparons maintenant pour les finales de l'Ouest qui se tiendront, comme on l'a annoncé tantôt, au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour le football le 29 novembre à 3h de l'après-midi et à Place Boyer pour le basketball le 30 novembre à la même heure. Donc, la finale du Sud sera annoncée sous peu. Alors, il faut dire qu'au total, 30 universités participent à cette compétition, dont 8 dans l'Ouest, 8 dans le Nord, 8 dans le Sud pour le football et 6 équipes universitaires en basketball. Donc, ces rencontres ont révélé des talents prometteurs qui illustrent la vitalité et le potentiel de la jeunesse haïtienne. Cette dynamique sportive prend un relief particulier avec la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde de 2026. Cet exploit salué dans le pays et à l'international témoigne de la discipline et de la détermination de nos athlètes et rappelle que lorsque l'on crée des opportunités, Haïti peut briller et susciter une fierté nationale profonde. La compétition s'inscrit dans la continuité du protocole d'entente signé le 19 janvier 2024 entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec la Fédération haïtienne de football, qui vise à soutenir l'intégration de nouvelles disciplines dans le curriculum de l'école fondamentale et du secondaire rénové, notamment l'éducation physique et sportive. Alors l'UNESCO félicite l'État haïtien pour avoir rendu l'éducation physique et sportive obligatoire dès le niveau fondamental. Le sport à l'école dépasse l'activité civique, physique. Donc c'est un espace de discipline, de coopération, de leadership et de confiance en soi. Alors son intégration au curriculum peut aussi avoir comme conséquence encourager une participation vraiment accrue des établissements et ouvrir la voie à des compétitions nationales. Alors les défis restent vraiment nombreux, en particulier le manque d'infrastructures sportives de proximité. Pourtant, terrain, centres communautaires et espaces adaptés jouent un rôle essentiel. Promouvoir l'activité physique en milieu scolaire et universitaire est vraiment un levier pour renforcer la santé, le bien-être, la discipline et l'estime de soi des jeunes, tout en développant des compétences de vie
et des qualités de leadership utiles tout au long de leur parcours. C'est dans cet esprit que les Nations Unies ont intégré le sport dans leur agenda 2020-2030. Le sport contribue donc à la santé, à l'éducation, au développement et à la paix. Alors, le mandat de l'UNESCO dans ce domaine est large. Nous considérons le sport et l'activité physique comme des droits fondamentaux. Ils sont des outils d'inclusion, de promotion de l'égalité des genres. Ils sont des outils aussi de développement de compétences de vie et de renforcement des valeurs citoyennes. Alors, cette vision est au cœur de En forme pour la vie, initiative phare de l'UNESCO lancée lors de la 41e conférence générale. Ce programme vise à faire du sport un moteur de société inclusive et durable en mettant l'accent sur le bien-être, l'éducation, l'employabilité et l'égalité des chances. À travers Fit for Life, l'UNESCO développe aussi des outils pour encourager l'investissement dans le sport et mesurer aussi son impact social, notamment sur les communautés et l'accès équitable aux opportunités. Cette vision a été renforcée lors de la 7e conférence MINEPS qui a appelé à un engagement accru en faveur du sport pour tous. Alors le sport est un droit pour chacun. L'UNESCO restera aux côtés d'Haïti pour que ce droit devienne une réalité vivante, inclusive et durable. Alors rendez-vous le samedi 29 novembre à 3h de l'après-midi au Parc Sainte-Thérèse pour la finale de football et le dimanche 30 novembre à 3h de l'après-midi pour la finale de basketball à la place Boyer. Je vous remercie. Merci, Madame Violine Telusma, chargée de communication du bureau de l'UNESCO en Haïti. Nous poursuivons justement avec le partenaire institutionnel qui porte depuis le début de cette compétition l'initiative. Et là maintenant, nous faisons place au chargé de communication du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, M. Berman Gay. Monsieur Gay, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'apprécie la mobilisation de la presse ce matin, comme durant la compétition, durant les compétitions nationales interuniversitaires. C'est important pour nous d'avoir à nos côtés, d'avoir eu à nos côtés et d'avoir à nos côtés jusqu'à la fin et ce partenaire clé. Sans vous, mesdames, messieurs, la compétition, les compétitions nationales interuniversitaires n'iront pas aussi loin. Nous avons eu beaucoup d'échos, cela s'est bien passé et ceci c'est grâce à vous. Ce matin, à cette conférence de presse, M. Rodriguez a présenté le déroulement de la compétition dans l'Ouest. Mais il faut vous rappeler que ces compétitions ne concernaient pas seulement l'Ouest, elles se sont déroulées dans le Nord et dans le Sud. Je crois que la chargée de communication de l'UNESCO a parlé de la participation, a évoqué la participation d'environ 30 universités à travers le pays dans cette première édition des compétitions nationales interuniversitaires. Elle a évoqué également le cadre dans lequel ces compétitions ont eu lieu et elle a bien fait de souligner le cadre dans lequel l'UNESCO agit en Haïti pour le sport, à travers le sport. Et je dois féliciter le travail effectué par l'UNESCO et particulièrement l'implication cette année de l'UNESCO dans la pratique du sport
et en Haïti. Alors, vous me permettez, alors je ne vais pas le dire parce que nous avons 2 langues officielles. Je vais passer rapidement au créole pour faire passer le message du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ministère Jeunesse et Sport et Action civique voulait applaudir contribution toute institution, tout partenaire, tout acteur dans la famille et sport pays d'Haïti dans la compétition SAYO pour la paix. Conseil yo, sacrifice yo, investissement yo dans l'organisation compétition, c'est expression engagement yo pour la paix blayi dans le pays d'Haïti. Nous voulons saluer Université Noyo, F2SE/CH, UNAF, UPNCH, UJPM, URAC, ULUM, IDRI qui te remporté compétition, Université dans Sidio, EDSEC, UGSH, UPSAC, UPH, UNDH, UNASMO, AUC, UCITA, qui ont participé dans la compétition dans le Sud. Université dans l'Ouest, Rodriguez cité dans la présentation déroulement de compétition dans l'Ouest. Toute université, ça, il y a une trentaine, qui étaient associés à l'idée de la paix, les remettez étudiants à disposition nous. Nous avons tout coûte yo te réagi pour compétition ça yo te capable de réaliser. Vraiment, c'est le moment pour nous dire un gros merci. Nous t'ai apprécié, nous t'ai bien accueilli, engagement yo et volonté que vous avez gagné pour tout de suite te répondre, de te comprendre, sens, portée, impact, organisation, compétition, ça. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, UNESCO, te comprendre à travers la compétition, ça, bataille pour établir la paix, pas qu'à faire sans jeunes. Toute catégorie jeune concernée, toute catégorie jeune doit impliquer dans le processus de construction la paix. C'est dans ce sens ça que le ministère Jeunesse, Sport et Action civique, le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO, mis tête ensemble pour organiser la compétition. Il ne faut pas jamais oublier l'esprit, la paix qui était dans mi-temps, nous tous, l'esprit, la paix qui était guidé chaque équipe, qui était guidé organisateur. Sacrifice que quelques équipes t'a fait pour qui tes intérêt particulier de côté, mais pour te privilégier l'esprit, la paix, dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu es dans la compétition. La compétition, c'est une étape, mais une étape importante dans le processus de construction de la paix. À collaboration, si pour tout partenaire, MJSAC a continué, prendre initiative, réaliser activités, concevoir programme pour nous continuer à marcher sous chemin la paix. La compétition, ça a été faite pour la paix, mais tout pour nous retourner à la tradition, belle ambiance, championnat universitaire, côté nous qu'on découvrir en pile talent pour faire fêter pays dans la sélection nous dans le basket, dans le football, dans le volleyball et l'autre discipline. Nous félicité
et puis encourager Fédération haïtienne sport universitaire FESU qui pas jamais lagué, qui était toujours kembe flambeau sport universitaire. Après championnat interscolaire, compétition universitaire, collaboration avec Fédération nationale, ministère Jeunesse Sport et Action civique a continué à encourager pratique et sport tout côté dans le pays. Pour la paix, pour la cohésion sociale, pour nous découvrir talent, pour fierté pays d'Haïti. Nous remercier tous les partenaires, tous acteurs, mais un gros sponsor que nous avons qui accompagné nous dans la compétition, et c'est la couronne que nous ne pouvons pas oublier. Nous avons fait une grosse faute si nous avons oublié. Et c'est yon n'attend l'autre parce que nous ne pouvons pas camper. Bataille pour la paix, ce n'est pas bataille yon petit bout de temps. Ce n'est pas bataille yon laté. Bataille pour continuer à encourager la pratique sport dans tout côté dans le pays, dans l'école, dans l'université, dans le quartier, dans la ville. Mais bataille ça, les papes campés parce que sport, c'est la vie. Valeur sport charrier, c'est valeur ça qui a fait nous venir l'autre génération bons citoyens, citoyens qui croient dans la solidarité, qui croient dans le respect, respect l'un pour l'autre, respect principe, respect la loi que le pays ça lui-même a besoin. Merci. Papa,
J'ai 15 ans. Moi, je dois pour me vivre dans une famille qui doit me respecter. Bonjour. Non pas M. Juvens Iras. Moi j'ai 13 ans. Nous avons droit pour une jeune bonne gens soins santé. Bonjour. Non pas M. Oudma Joseph. Moi j'ai 13 ans. Moi j'ai droit pour me gagner acte de naissance. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que nous là? Est-ce que nous paraît? Est-ce que nous paraît? Oui, bip. Oui, bip. Est-ce que tout le monde est bien présenté? Est-ce qu'il est bien présenté? Et bien, qui ça n'a fait? Plus fort, plus fort, plus fort. Yes. Très bien. Vous êtes capable de gagner place. Eh bien, premièrement, en tant que directrice Institut du bien-être social, qui sont organes de référence dans la protection Timoun, c'est important aujourd'hui pour nous là. Bien sûr, on est accompagné de partenaires. Nous avons UNICEF qui est partenaire quotidien bien-être social, nous avons un représentant ministère Éducation nationale. Et aujourd'hui, on a célébré, comme on dit, Journée mondiale des droits de l'enfant. Et c'est une journée normalement qui est consacrée à dignité, protection et, m'takadi, protection Timounio en réalité dans le pays. Donc, c'est une journée côté toute force vive pays. Toute force vive pays doit camper pour te tendre Timounio, pour apprendre à écouter Timounio, pour connaître qui besoin Timounio gagne dans le pays. Et l'important aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai pensé que ce peut-être pas moment aujourd'hui pour nous passer, parler d'une situation très difficile, parce que nous connaissons que le pays vit un moment extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, j'ai opté personnellement pour me parler à Timounio d'exemples et de modèles. Parce que nous vivons dans une société côté valeurs a vraiment disparaître. Donc l'important pour Timounio comprendre, ce n'est pas toujours les gens qui sont dans les réseaux sociaux qui sont des modèles, qui sont des exemples. Mais je pense qu'il faut regarder autour de eux-mêmes, puis voir par exemple enseignants qui avaient eux, représentants organisations qui ont accompagné eux, puis voir qui modèle que vous suivre. Comment ils sont capables de faire des bonnes actions. Parce que c'est leur semer une bonne action que vient gagner espoir pour le pays. Donc l'important c'est qu'aujourd'hui, pour que ça nous très content tout, c'est pour garder que malgré le problème pays, on va sourire sur le visage de chaque petit monde. Et c'est sourire ça que nous sommes capables de connaître, qui éclaire la route chacun de nous. Et c'est sourire ça qui fait nous voir que Haïti a une chance pour le sauver. Il y a des petits gens qui sont capables de nous accompagner pour nous voir si demain nous avons des citoyens conséquents. Donc, journée ça, c'est une journée importante. Bien sûr, c'est une journée qui est pour le 20 novembre. Mais en raison de sécurité, nous sommes obligés de renvoyer pour aujourd'hui à 27. Donc, Timounio me pense là, ils sont heureux. Nous avons bon apipo qui pourra vraiment des moments ludiques, des moments de joie et de rêverie, parce que pour oublier le problème qu'ils ont confronté. Parce que dans pile de Timoun qui ont des vies très difficiles, ils sont confrontés à la misère, ils sont confrontés des fois même à la violence. Mais l'important, c'est que le sourire qui est dans la bouche là, c'est ça qui explique, c'est ça qui énergie, c'est ça qui force. Donc, nous avons des partenaires avec nous. Donc, je dis à vraiment bien-être social, pas ta capa là, parce que quand même, c'est un organe de référence de l'État, du gouvernement sous protection Timoun. Et donc, comme je fais dire nous, moi, j'ai tout le membre UNICEF qui accompagne, j'ai un représentant qui l'a toujours dit, qui peut faire un petit mot sur la journée mondiale des enfants. Et côté en général, moi, je fais dire ça que UNICEF, c'est le partenaire au quotidien du bien-être social. C'est le partenaire qui est toujours à côté de nous pour accompagner Timounio, pour défendre le droit Timounio. Donc, et en même temps, tout le monde qui m'a cité, nous avons Jean-Jean Roosevelt, qui, à travers UNICEF, parce que son ambassadeur, qui déplaçait malgré les moments difficiles, qui est là avec nous
pour accompagner Timounio, pour faire respecter les droits, pour chanter pour eux, pour faire oublier tout problème que dans le pays. Et moi-même, je adressé un message à tous les citoyens dans le pays, à parents, à professeurs, à toute force vive. Protection Timoun, c'est une question de société. C'est une question que tout le monde doit mettre main à la pâte. Ce n'est pas seulement une organisation, ce n'est pas seulement bien-être social, ce n'est pas UNICEF, c'est tout le monde, les parents, les professeurs, force vive, tout le monde. Nous mettons ensemble pour protéger Timounio dans le pays. Et les médias aussi. D'ailleurs, je suis très content que nous l'ayons dit, parce que le message toujours passé à travers nous-mêmes. Et ces messages qui peuvent arriver jusqu'à très loin pour nous connaître sacrée journée mondiale des droits de l'enfant. Et tout le monde fait pour là, ensemble pour protéger eux. Parce que nous tous ces parents, nous tous, avant tout, avant comme directeur, avant comme citoyen, nous en même temps nous sommes des parents. Donc c'est pour ça que je dis, je suis très content avec nous. Et ma compagnie de UNICEF, attention Toto, qui est capable de juste faire un petit mot avec nous pour dire ça à la journée. Allez-y. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. L'UNICEF est l'agence qui est derrière les droits des enfants. Aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale de l'enfant. Madame, elle a expliqué, malgré tous les problèmes, nous sommes là pour fêter avec les enfants. C'est vraiment la fête des enfants. Et ils doivent se jouir, ils doivent jouer parce que ça c'est extrêmement important, surtout dans un contexte comme Haïti. C'est encore une fois, je le répète, c'est notre devoir, c'est le devoir de l'UNICEF, mais bien évidemment, c'est le devoir du gouvernement d'Haïti qui le fait déjà et il le fait très bien. Mais il faut ne pas arrêter, il faut accélérer par contre et vraiment aider les enfants qui sont, il y a des enfants qui sont déplacés, qui souffrent énormément. Il faut être là, il faut les supporter, il faut les soutenir. Et UNICEF, avec l'ISRB, il les fait déjà. Grand merci. Merci. Alors je veux seulement dire un seul petit message quand même tout, parce que tout en général, nous répétons que Timounio, c'est avenir pays. Mais un bagage qui est important pour nous connaître, Timounio pas avenir seulement, c'est bâtisseur avenir là. Donc nous avons obligation, nous tous, pour nous encadrer, parce que demain, comment avenir après lier si nous pas encadrer Timoun ça. Donc c'est ça que tes messages là que je voulais finir avec aujourd'hui. Nous devons rendre compte pour que nos directorats, bon, puisque le nombre inscrits est suffisant, nous avons demandé est-ce que nous devons prendre tout étudiant et tout postulant, ou bien est-ce que nous devons faire concours. Le directoire d'abord dit nous faire concours quand même si le nombre est insuffisant. Pourtant, gagner un personnel de l'administration de l'école là, qui c'est secrétaire général et Seglan. Il a réuni des postulants pour dire bon, pas de concours. Et puis, il lançait ça sur les réseaux sociaux, sur les groupes. Pourtant, c'était faux. Il fait ça avant nous, adresser nous à un rectorat qui dit nous, nombre suffisant ou insuffisant, concours. C'est ça qu'il faut voir. À partir des réponses, rectorat, c'est l'autorité de tutelle, nous avons un petit temps pour nous faire les préparatifs nécessaires qu'il faut ce jeudi concours à lancer. Et heureusement, nous passons à travers les salles de classe. Moi, c'est déjà une réussite. C'est combien de postulants nous recevons là, bon, je dis à nous recevons. En cas de question de postulants, nous avons environ 246 pour l'économie, 211 pour AIS. 246 économies, 211 AIS. Parce que pour l'économie, il a manqué par rapport à samedi 2 points, qui c'est 250. Pour AIS, là, ils vont suppléer. Mais comme M. Kayso dit là, non, les notés pour pouvoir faire concours, nous pas quand même gagner 200 dans l'économie dans AIS. Mais heureusement, tant nous fait pour nous faire concours, nous avons quantité ça. Et toi, dit, coûte que coûte, concours. Parce que les gens ne peuvent pas rentrer dans l'université sans concours. Et ça peut faire concours. Et même si vous n'avez pas une quantité de besoin, vous objetez un peu quand même parce qu'il y a concours qui fait. C'est les meilleurs gars, les conseillers. Je vais gagner ça, qui côté nous sortir. Bon, nous avons constaté tout. Et à cause des droits que tu fais, mais en bon bout de temps, il y a un peu de monde qui est censé comprendre sans droit la fonctionner là. Pour eux-mêmes jusqu'à présent, doivent atteindre une vitesse de croisière. Il y a plus de capitaine pour y aller prendre en août. En principe, nous avons gagné 250 pour économique et 250 pour AIS. Mais dans l'économique, il n'a pas suffi 246, mais quand on voit ça a des concours, a bien capté quand même. On a bien moins par rapport à ça, nous avons
Qui les résultats pour les futurs étudiants? Bon, moi, je pense que son bail rapide. Résultat est tombé dès là, au plus tard 2 décembre. Ensuite, 1er décembre, le résultat est tombé. Et puis ensuite, toi, pour ta une sorte d'ouverture officielle. Moi, le Ederson Ralph du conserve, c'est responsable de la section économique là. Par exemple, une fois que l'inscription ouvrit, nous venons au stade concours, que nous jouons une quantité suffisante ou non, tout va arrêter là. Parce que des une vieille pratique dans le temps. Ou dans la pratique là, concours fin fait et puis il y a des hommes mal intentionnés qui intégrent une série d'étudiants qui ne pas même passer dans le concours. Alors, ça a été avili. Ça a été vilipendé faculté. Maintenant, tout ça a fini. Pour l'État et transférer ensemble des moyens de collectivités territoriales pour engager projet de développement dans la commune. Développement paysan doit commencer dans la collectivité territoriale et la Constitution 1987 là, il consacre ça, il consacre la décentralisation comme modèle de développement pays. Mais malheureusement, le pouvoir central, là, soit par ignorance ou bien par mauvaise foi, ils ont concentré tout ça comme moyen au niveau de Port-au-Prince et collectivité territoriale, mairie, Kazek, ils ont suffoqué, ils ont asphyxié par une centralisation excessive. Donc, vous imaginez, parfois, quand nous ministres intérieurs qui de bonne volonté, mais ministres et ministre finance lui-même, il n'a pas décidé de financer aucun projet. Par exemple, il y a fonds de gestion, c'est seul transfert. Alors, c'est que des pays qui ont 5 transferts. Ça veut dire que l'État fait 5 transferts à travers 5 sources vers les collectivités territoriales. C'est domaine de bon transfert. Et en dans le budget national, l'État a une ligne à collectivité territoriale qui entre 5 à 10% en dans le budget national, sans compter recettes locales et de notre transfert d'État central fait à collectivité territoriale. En Haïti, c'est seulement fonds de gestion qui sont fonds dédiés qui doivent financer exclusivement les activités des collectivités territoriales et font ça depuis le créé, qu'on estime à l'époque 4 milliards de gouttes. Qui ça explique que nous disons l'État doit collectivité 24 mois arriéré et pas un projet mériomété qui j'aime financer. Ministre Finance a géré uniquement lui-même seul fonds de gestion qui sont pas illégaux. L'a géré pour contre lui et fonds ça géré de manière opaque. Donc c'est pas qu'on goutte font ça, c'est pas qu'on goutte, il y a alimenté projet et projet Mério, projet Kazekio, c'est vraiment pas qu'on goutte pour ne pas dire du tout pas alimenter eux-mêmes et même pour alimenter contre pour que Mério fait paiement paiement allocation pour fonctionner paiement allocation pour permettre que personnel et petit personnel mairie, personnel des autres fonctionner, ça va en café. Ils doivent nous 24 mois. OK? Donc malgré tout espoir jusqu'à présent, rien pas jamais fait et le ministre finance c'est lui seul qui a géré fonds de gestion. Nous trouvons que son abus, son injustice et c'est qualité de justice ça qui conduit le pays aujourd'hui à côté le conduit là. Et nous tous surtout au niveau central, nous avons des responsabilités par nous. Son inégalité sociale criante, inégalité économique et inégalité au niveau territoire, au niveau territorial. Haïti, son république unitaire et décentralisée. Et son république, nous avons comme valeur, solidarité. Comment se fait-il que toute l'argent assemblée, lui dépense seulement pour nous, c'est pour nous, les gens liés. Devant de sa magistrat, qui est capable possible pour que fonds ça arrive sur une collectivité? Non, mais fonds là, il faut qu'alimenter chaque jour. Il faut que le ministre des Finances dit qui ça explique que il doit
tout comme ça avec collectivité territoriale, est-ce que source d'alimentation yo coupé? Si on a coupé, on a dit ça publiquement, il y a fonds créés et on doit tout créer des sources d'alimentation. Sources d'alimentation, chaque jour, fonds ça alimenter, chaque jour qu'on vient sous compte là. Chaque jour qu'on vient sous compte là. Et comme ça, c'est seulement le ministre Finance c'est le ministère des Finances qui gère comme là. Donc, on a le ministère. FGDCTA? FGDCTA. Ouais, c'est seul transfert l'État fait à la collectivité territoriale. Et son fonds dédié qui est créé uniquement pour financer les activités des collectivités territoriales, pour fonctionnement et pour faire investissement, il n'y a pas jamais comme blanc géré par seul le ministère des Finances et il a refusé virer comme blanc. Donc c'est pas possible. On a vidé tout projet, toute idée des projets qui assise qui est faite dans le sud. Toute garantie que le ministère de l'Intérieur bail, mais jusqu'à présent, le ministère des Finances n'a pas jamais débloqué comme pour permettre que les projets soient financés. Quelle raison qui non, c'est le ministère des Finances qui a pour intervenir pour le bail, raison de faire, il n'a pas jamais débloqué comme. Donc, justement, pour alimenter le projet collectivité territoriale déposé dans le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de chiffre. On a allé, il n'y a pas casser nous. Donc, nous voulons finir avec ça. Nous-mêmes, nous c'est pour l'État. Zouti, pièces, qui a formé le monde, faire venir des citoyens, pour connaître les droits. L'éducation sont droits liés. On doit lier avec manière, avec respect. Et connaissance, savoir-faire, pour venir là. Nous souhaitons toute bonne chance, parce que on va venir qui va faire travail là pour l'État. Et pas pour moi, non, pour l'État. Quand on crée le monde alphabétisé. Parce que plus de gens qui sont alphabétisés, plus le pays a une voix pour l'entrer dans la démocratie, pour l'entrer dans le progrès, pour l'entrer dans la modernité et arriver dans le développement. Nous sommes un pays sous l'attaque à parler de ça toujours. Tout le monde a l'intelligence artificielle. Pas grand pile pays dans le monde qui n'a pas ça. Donc, il faut nous faire travail nous pour nous capables de venir, de pour la main, soldats, pour lumière dans l'esprit et l'esprit dans l'esprit. Lumière dans l'esprit c'est où tout créer pour développer le pays. Bonne chance, bon Baptiste, bonsoir. C'est Mounio qui t'a proposé pour être capable de moniteur ou bien superviseur dans le programme alphabétisation. Là, c'est deux anciens monde dans le cadre du programme alphabétisation, ça fait très longtemps. C'était dans quelle époque? Non, ancien, c'était dans quelle époque? Dans quelle année comme ça? C'est dans AOD avec nous. AOD, ça fait très longtemps? Vous ne pouvez pas rappeler qui année? Dans la sécurité d'État. Oh, à l'époque? Ok, d'accord. Au même temps aussi. Michel Marie-Lucienne, l'organisation de la femme, je vraiment côté MJO. Ok. Moi, tout le monde connaît moi. Tout le monde connaît. Je connais, je participe dans tout bagaille, dans tout programme. Et ma vie, dans tout programme. Écrit nous, pour arriver devant le bureau, pour ne pas trembler. Moi, je suis dans la capitale Colombia, oui. Moi, je représente OCMCC. C'est mon zone là, mon balina qui voulait participer pour être capable de partager ensemble avec eux. Pour apprendre, grand monde qu'on y a écrit. Oui. Ok. Eh bien, pendant 2 jours, ils sont enthousiastes. Ils sont contents pour participer dans l'activité ça. Qui activité liée? Sont activités qui résultent d'un bagage. Une cause échec campagne alphabétisation, c'est que les gens qui gagnent un titre moniteur, ont des compétences, ont des capacités, pas gagné, et l'État dit pour année ça. Dans le cadre de campagne, on a fait pour alphabétiser 1 500 000 personnes, il faut que moniteurs et superviseurs gagnent une formation appropriée pour être capable de faire les gens.
Alors, m'a dit, c'est deuxième activité me fait dans le Grand Sud là, dans le Grand Danse là. Il y a un pile de monde qui participe. Jeudi à la Nokai, c'est processus de formation qui a fini. Les gens sont contents de participer et ont découvert avec nous que le travail, rentrer dans le centre alphabétisation, ce n'est pas un travail comme ça. Il faut gagner connaissance pour capable de monde connaissance. C'est un beau travail que lié. Nous encourager dans tout le reste pays pour travailler ça fait pour que centre là yo gagne là-dedans des gens qui ont capacité pour accomplir activité formation pour ba nos compétences qu'on vient chercher. OK. Donc nous bien entendu nous formé combien moniteurs, superviseurs comme ça pour le département. Ça parle des objectifs là, c'est ouvrir dans temps cap venir 1200 centres. 1200 centres là là-bas où 1200 moniteurs. Et comme c'est un superviseur chaque 10 centres, là-bas où 120 superviseurs. Nous parlons avec toute autorité, collectivité territoriale, nous parlons à vice-délégués, nous parlons à magistrats pour que dans l'unité administrative que vous avez, selon l'article 32 points, article 32.1 ou 2.9 dans la Constitution, dit c'est eux-mêmes qui pour aider nous, aider l'État à accomplir le travail là. Nous parlons avec eux et tout dans l'arrondissement dans le sud là, le travail là fait pour que nous bousculer dans le département sud là, dans le Grand Danse là, et l'autre côté nous aller retirer affaire analphabétisme là, pour que le pays a retrouver voie développement, voie démocratie et voie progrès. Donc c'est vrai, c'est l'État, mais est-ce que l'État, dans ce sens, en tant que secrétaire d'État, vous estimez que nous avons un support assez pour arriver à alphabétiser à tout le monde, malgré nous connaissons qu'il y a une institution privée qui collaborent dans la question? Alors, je dis que dans l'affaire de l'éducation en Haïti, il y a deux étapes. Il y a une scolarisation, l'école, il y a une alphabétisation. Si je saute Port-au-Prince, là, c'est au nom de l'État que je viens, en conditions réunies pour accomplir au nom de l'État le travail d'alphabétisation. Conditions là, nous avons tant de moments pour nous utiliser. Je dis à nous en formation. Et après, nous allons ouvrir le centre, nous allons porter matériel par chaque côté que le centre qui l'ouvre. Ça, c'est une. Deuxièmement, les centres l'ouvrir, il y a l'autre activité encore. Il y a supervision, il y a évaluation. Parce que ça, l'État voulait, à partir de campagne ça qui l'ouvrir, c'est que dans chaque centre, après 4 ou bien 6 mois, ils font évaluation, puis ils ont un certificat pour dire que les gens qui ont participé dans ce centre, ils ont réussi à intérioriser les compétences de venir chercher à calcul, lecture, à écriture. Donc ça veut dire que l'objectif final là, c'est de permettre tout le monde à écrire non à écrire en tant qu'haïtien. En tant qu'haïtien. Mais écrire non et qu'on chiffre là, c'est une étape liée. Mais le travail que les gens qui dans ce centre fait, c'est ouvrir l'esprit de gens, faire comprendre le pays, faire comprendre le droit, faire comprendre la participation de toute activité qui gagne dans le pays. Ce travail, ça, ils fait les rentrer dans le centre là, et puis qui va aboutir à lecture et écriture. Voilà, c'était secrétaire d'État alphabétisation qui a parlé avec nous autour du programme qui est censé officiellement démarrer et que moniteurs, superviseurs en formation pour être capable d'aller démontrer avec écrit dans le département sud.